allons donc démarrer la cérémonie d'ouverture du 13e congrès ordinaire de l'Association nationale des retraités civils et militaires que la ville de Thiès a le plaisir d'abriter. Chères autorités, Madame la directrice des pensions, Madame Diouf Stéphanie, Monsieur le directeur du centre forêt, Colonel Gaï, Mesdames et Messieurs, la section de Thiès de l'Association nationale des retraités civils et militaires vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue. Je m'en vais sans plus tarder vous lire l'agenda des 2 journées d'activité de ce 13e congrès dont le thème est revalorisation des pensions et gestion du vieillissement, un enjeu, une chance. waaye bala ñuy def dara dañuy jox imam wala koo xam ne mën nañoo defal ab dog ñu ñaan ku nekk ci sa religion yàlla jubalal nu suñu travaux kan mooy joxe dog. Bismillah. Il y a de la place là-bas. Ce centre, comme vous le savez, est un démembrement du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique qui a pour vocation le renforcement des capacités des acteurs du ministère, mais également des autres ministères du gouvernement qui œuvrent dans l'environnement et la gestion des ressources naturelles. Dans ces missions également, il lui est confié de recevoir des organisations de cette envergure organisées par l'État du Sénégal. C'est dans ce cadre, Madame la directrice, que souvent, même des lettres de projets sectoriels sont organisées ici au niveau du centre forestier, qui a une capacité d'accueil, comme vous le savez, de plus de 25 chambres climatisées et des chambres ventilées, mais également ce confort qui permet d'organiser cet atelier. Donc c'est un plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir. C'est l'occasion également de remercier l'association à travers M. Fall sur la confiance qu'ils ont pour tenir cette rencontre de cette envergure ici au centre forêt. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Et ça également ouvre des perspectives futures de collaboration entre l'association et le centre forestier. Car vous êtes doyen dans différents domaines d'activité, vous avez des compétences aussi bien dans l'environnement que dans le développement qui peuvent bénéficier des générations actuelles. Donc nous vous tendons la main. Après ce congrès, qu'un partenariat puisse être en tout cas édifié entre nous et l'association. Parce que nous sommes des fonctionnaires. Il faut dire que nous appartenons également à l'association, parce que demain nous sommes appelés à aller à la retraite. Donc c'est pourquoi nous aussi, on est très contents de vous recevoir, Madame la directrice. Discuter, c'est mon oncle, parce qu'elle a vécu avec mon grand-père ici à Thiès, via Damokhol, avec mes tantes Ndekoudio Khol, qui était président du conseil de Thiès. Il y a beaucoup de membres aujourd'hui qui sont des parents que j'ai découverts aujourd'hui. Donc c'est des mots que je voulais dire. Soyez les bienvenus. En tout cas, n'hésitez pas, il y a l'officier de liaison qui est là, Lieutenant John et Ndao. Tout ce dont vous avez besoin durant les 2 jours, on vous met dans les meilleures conditions pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Merci beaucoup. Merci. Colonel Gaï, Monsieur le Président de l'Association nationale des retraités civils et militaires, Messieurs les présidents de section, Messieurs les représentants de l'association de l'IPRES, chers invités. Thiès n'est plus à présenter. C'est une ville multidimensionnelle et multiculturelle. De par ses valeurs fils qui ont écrit son histoire et ses activités, connues à travers tout le monde. L'honneur me revient aujourd'hui de vous exprimer notre gratitude et toute notre reconnaissance. En effet,
vous avez accepté de rehausser de votre présence le congrès de l'Association nationale des retraités civils et militaires. Ça témoigne de l'intérêt passionné que vous portez à notre association, comme à tous ceux qui sont des retraités et personnes âgées du Sénégal. Nos remerciements vont également à tous les invités qui ont bien voulu commémorer avec nous ce grand événement. Qu'il me soit permis également, par la même occasion, d'adresser un salut fraternel à nos braves veuves et nos pionnières de la police nationale qui ont fait de cette cérémonie la leur. Pour terminer, je voudrais souhaiter un bon retour auprès de vos familles respectives. Messieurs les présidents de section, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les congressistes, nous voici arrivés à la fin de l'année 2025, mais aussi au terme de 4 ans depuis le congrès de Rufisque. Comme vous le savez, j'ai assuré l'intérim pour le reste du mandat de notre défunt président, El Hadj Amadou Ly Baye Ndiaye. C'était un homme d'une grande générosité, engagé dans le combat pour la réhabilitation des personnes âgées, des veuves et des orphelins. Il a contribué de manière décisive au rayonnement de notre association. Son œuvre pour une retraite plus digne et un vieillissement maîtrisé restera gravé dans nos mémoires, paix à son âme. Le privilège qui me donne aujourd'hui l'honneur de m'adresser à vous en cette date capitale pour notre association n'est guère enviable. Pourtant, je ne le regrette pas, puisque me fait constater que, plus heureux que bien d'autres, nous sommes encore ensemble. Alors que j'ai appris ou vu, non sans regret, nombre de nos camarades disparaître ou diminuer par l'âge avancé, la maladie ou l'infirmité. Nous devons donc tous, nous qui leur avons survécu et qui comptons un nombre déjà respectable d'hivernage, rendre grâce à Dieu d'être encore là au nombre de ceux qui, par leur volonté et leur désir d'être utiles, peuvent rendre quelques services à leurs concitoyens. Nous avons une pensée pieuse pour nos disparus et prions pour que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis céleste. Le choix n'est donc pas fortuit, puisque l'objectif est aussi d'améliorer l'accessibilité de nos membres venant de l'intérieur du pays, mais aussi de favoriser la mixité sociale et renforcer la sécurité, doit nous conduire à réaliser les améliorations qui doivent fixer notre attention et nos efforts, car elles sont dignes de toute notre sollicitude. Chers congressistes, nous devons trouver les moyens par lesquels on pourra assurer à tous et toutes, retraités civils et militaires, orphelins et surtout les veuves dont on a longtemps méconnu la situation socio-économique, leurs aspirations à obtenir de quoi subvenir aux charges familiales qui leur incombent. C'est dans cette perspective qu'on a initié un plan quinquennal pour l'amélioration des conditions de vie des veuves, dont la journée de lancement organisée en décembre 2024 a connu un succès éclatant. C'est le lieu de réitérer nos félicitations au comité scientifique qui a investi tout son savoir et savoir-faire, ainsi qu'à toutes les femmes qui ont assuré ce succès. Nous devons aussi nous préoccuper de tous ceux que l'âge, la maladie ou l'infirmité accablent et qui méritent notre compassion et notre solidarité agissante. Il est urgent d'accroître les capacités de prise en charge, car les personnes âgées, après avoir donné à leur pays leur savoir, ainsi que leur part dans les dépenses de la ville et l'État, en leur demandant de payer des impôts directs ou indirects qui pèsent sur tous les objets de consommation et de construction, doivent bénéficier de soins de qualité où qu'elles se trouvent. C'est là tout le sens de la demande de la création de centres régionaux de gériatrie et de gérontologie. Il est du devoir de ceux qui les ont administrés de leur venir en aide et de les secourir. Lorsqu'arrivés au crépuscule de leur vie, il ne leur reste plus
il ne leur est plus possible d'économiser et de mettre de côté ce dont ils ont besoin dans leurs vieux jours. Cette précarité grandissante de la vie de la famille des retraités ne doit pas les conduire à la résignation, en acceptant, comme disait l'autre, d'être réduits à de simples consommateurs de pension, de sucre de ramadan ou de côtelettes de carcasse de mouton de Tabaski, et rester indifférents aux problèmes du pays. Chers congressistes, notre association vient d'élaborer un mémorandum déjà transmis aux autorités, aux parlementaires et aux partenaires. Dans ce cadre, la revalorisation des pensions doit être à chaque fois actualisée pour une retraite digne et décente. Cette pension ne doit pas être une allocation sociale, ni une variable d'ajustement, mais un droit acquis par le travail. Tout ceci doit être accompagné par une politique sociale hardie, pilotée par une structure spéciale qui prend en charge les problèmes du vieillissement, compte tenu de l'espérance de vie qui s'est améliorée et du taux de vieillissement qui est de 3,5% par rapport au taux de croissance qui est à 2,7%. La gestion de ces dignes fils du pays devient un enjeu et une chance pour le troisième âge. La retraite, une île à développer, avons-nous dit. En conséquence, mieux vaut s'user dans l'action que de se rouiller dans l'inactivité. Cependant, force est de reconnaître que dans la vie de nos sections, il y a insuffisance d'activité ayant entraîné des lacunes d'information exprimées par certains membres. Il faut y remédier en renforçant la massification, la proximité plus accrue entre les membres, la tenue régulière des réunions, la démultiplication des documents, la favorisation de la communication verticale, bureau national section, et la communication horizontale section-section. L'appropriation des documents, malheureusement, souvent lus à peine et constatées lors de nos réunions nationales. Ces recommandations peuvent contribuer à l'animation des sections. C'est le gage pour instaurer le dynamisme dont on a besoin dans notre association. Et nous en portons tous la responsabilité. Cependant, les retards de versement de cotisations mensuelles et de la subvention de l'État, le versement irrégulier des ristournes aux sections articulées aux difficultés financières ont contribué à la léthargie des structures au plan national ou local. Nous devons explorer les sentiers du numérique et du digital, poursuivre l'équipement des sections. Il nous faut aussi moderniser le fonctionnement de notre association sans renoncer à l'essence de notre activité, à savoir la conquête du bien-être par le mieux vivre et le bien vieillir, en développant les relations humaines, sociales, la solidarité agissante, l'entraide mutuelle, en œuvrant pour la paix, la cohésion sociale et en participant à l'édification d'un Sénégal qui accordera plus de respect et de considération pour les personnes âgées. Chemin faisant, nous rappelons les acquis de 1963 à 2025. Dans la patience et la retenue, on peut citer entre autres le paiement mensuel de la pension le 27 du mois, la retenue à la source de nos cotisations, la révision des textes législatifs, code des pensions, code d'invalidité de la fonction publique, l'application de la loi numéro 8/2002 en son article 29 portant sur l'augmentation des salaires dans le secteur public, le remariage de la veuve avant 45 ans sans perte de la pension, la prise en charge des 4/5e des soins médicaux pour la famille avec réciprocité si l'épouse est fonctionnaire, le reversement à 100% de l'avance de Tabaski, le tarif réduit dans le transport Dakar-Demdik pour toute la famille, la simplification des formalités de construction de dossiers de pension, l'exonération de l'impôt foncier bâti pour le retraité et de l'impôt sur les pensions, le projet de dématérialisation et de décentralisation du dépôt des dossiers de retraite auprès des centres régionaux des finances. C'est le sens de ce 13e congrès. Revalorisation des pensions, gestion des vieillissements, un enjeu, une chance. Octroi d'un siège conventionné d'une subvention annuelle. Certains acquis sont d'ailleurs remis en cause au gré des changements politiques, parfois réhabilités et même améliorés. En somme, mieux vivre et bien vieillir, tel est notre credo. Une pension à la hauteur d'une retraite digne, une couverture sanitaire garantie, une extension des gratuités pour certaines maladies chroniques, des appareils orthopédiques,
ophtalmologique, auditif, dentaire. Une implication dans l'activité socio-économique et dans les institutions consultatives du pays sont des mesures incontournables pour améliorer les conditions de vie et d'existence des retraités. C'est pourquoi notre combat intègre parfaitement les préoccupations exprimées lors du premier congrès de la Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie, présidé par le professeur Mamadou Koumé. Que nous remercions vivement, encore une fois, pour la communication qu'il a bien voulu faire sur le vieillissement. C'est l'occasion de saluer le partenariat que nous avons scellé avec les centrales syndicales depuis 2022. Elles nous ont appuyés et soutenus auprès du président de la République pour la revalorisation des pensions par une lettre conjointe signée par les secrétaires généraux et un plaidoyer sur l'amélioration des conditions de vie des retraités. Les besoins et les projets. Un siège à nous, la maison de l'Association nationale des retraités civils et militaires du FNR. Un patrimoine qui crédibilise et pérennise l'association et règle de nombreux ennuis grâce à ses buts multiples. L'augmentation des pensions, harmonisée à 65% à l'instar de l'IPRES. Reversement à 100% de la pension à la veuve avec réciprocité. Prise en charge à 100% des soins médicaux. Octroi de bourses familiales aux veuves afin de lutter contre la pauvreté. Maintien de la bourse scolaire pour l'étudiant orphelin jusqu'à 23 ans. Extension de la réduction des tarifs du TER. Réduction du coût des appareils, lunettes, auditifs, prothèses, etc. Création de la caisse autonome de retraités de la fonction publique. Création de centres régionaux de gériatrie et gérontologie. Rétablissement du quota des parcelles dans les projets dans le projet social de l'État. Création de centrales d'achat, tarifs préférentiels pour l'eau et l'électricité. Les perspectives. Suivi du dossier sur l'augmentation des pensions. Adoption d'une politique nationale sur le vieillissement. Nouer des conventions de partenariat. Numérisation de la carte de pension. Multiplication des GIE au niveau des sections avec possibilité d'octroi de crédit revolving sans intérêt. Organisation du jumelage intersection, réhabilitation de la pharmacie, fédérer les associations de retraités. Chers congressistes, pour les travaux de commission, vous allez échanger sur les textes de base pour une mise à jour, les statuts et le règlement intérieur, le rapport financier et éventuellement un règlement financier à la lumière du rapport trésorier général. Une nouvelle forme de gestion nécessaire est déjà appliquée à partir d'un ordonnancement rationnel et transparent des opérations financières, sur recommandation du secrétariat permanent. Enfin, la résolution générale devra faire ressortir une feuille de route améliorée qui répondra mieux à nos aspirations et conduira à un sursaut significatif et efficient pour les 4 prochaines années. Nous ne pouvons terminer sans évoquer notre préoccupation sur la situation universitaire qui sévit. Nous demandons aux autorités d'engager sans délai des discussions avec les étudiants afin de trouver une solution heureuse et durable. La stabilité de notre pays en dépend. Mesdames, Messieurs, je voudrais pour finir adresser mes remerciements à tous les invités et congressistes qui ont bien voulu nous faire l'honneur d'être parmi nous ce matin. Merci aux responsables et au personnel de ce cadre enchanteur qui a abrité nos travaux dans le calme et la sérénité. Merci au comité d'organisation. Mention spéciale aux membres du secrétariat permanent pour le travail exaltant qu'ils font dans l'ombre. Que Dieu nous garde et nous protège. Si ak seen sant di rafet teewaay bi te en fait comme ni ko le MC waxee présenté wu di Pape Mamadou Tandian président AGAR mooy association générale des allocataires des régimes de retraite affiliés à l'IPRES. Donc je suis le président national. Donc par rapport à cette invitation, je vais livrer en fait quelques mots pour au niveau de l'assistance.
Donc, Monsieur le colonel Gaye, président du Centre forestier de Thiès, Madame la directrice des pensions, Monsieur le président de l'amicale nationale, de l'Association nationale des retraités civils et militaires, Monsieur le président d'association de section de cette dite association, Messieurs les invités et chers congressistes, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour vous remercier chaleureusement de votre aimable invitation à participer à ce 13e congrès de l'Association nationale des retraités civils militaires du Sénégal. Je suis très honoré de l'opportunité qui m'est donnée de me joindre à vous pour cet événement majeur qui s'annonce riche en échanges et en perspectives d'avenir. Et le choix de votre thème, revalorisation des pensions et gestion du vieillissement, en dit tout. Votre invitation est d'autant plus inestimable qu'elle me permet de côtoyer de valeureux anciens aux compétences immenses et diverses dans tous les secteurs de l'administration, des commis administratifs dans l'âme, à qui je rends un vibrant hommage pour avoir servi avec abnégation, dévouement et enthousiasme au développement de notre cher pays, le Sénégal, à qui les pouvoirs publics doivent respect et considération. Rendre heureux ces braves retraités, c'est leur octroyer des pensions de retraite décentes et satisfaire à toutes leurs autres préoccupations. J'en profite pour encourager les grandes associations de retraite de travailler en synergie et pour qu'ensemble réclamer des meilleures conditions de vie des retraités et leurs ayants droit, tant au niveau du FNR qu'au niveau de l'IPRES. Également, alerter les travailleurs et les syndicats que la question fondamentale et vitale d'une retraite paisible et dorée est leur combat. Parce que, en fait, je le dis parce qu'au Sénégal, souvent, en fait, les gens, quand on parle de la retraite, que c'est lorsqu'on est à la retraite. Or que la retraite se prépare lorsqu'on est en activité. Et les préoccupations des retraités doivent être prises en charge par les travailleurs eux-mêmes. Parce que demain, ils vont rejoindre les retraités. On ne peut pas être à la retraite et dire que, en fait, je vais améliorer ma retraite parce qu'on ne cotise plus. La seule chose, le seul paramètre aujourd'hui qui te permet d'avoir une bonne pension, c'est lorsqu'on augmente. Or, que quand on est en activité, on peut vraiment revoir les paramètres qui permettent en fait de faire évoluer des pensions à ce que, quand on sera à la retraite, qu'on ait une pension vraiment décente. Donc vraiment, ce combat est leur vote, travailleurs et syndicats. Je suis toutefois rassuré que la qualité de vos travaux et la pertinence des sujets abordés lors de ce congrès témoignent une fois de plus du dynamisme et l'engagement de votre amicale. Je vous souhaite un congrès fructueux, enrichissant et vous remercie de votre aimable attention. Pour traiter deux thèmes, comme le modérateur l'a dit. Le premier thème va porter sur l'Adjor face à la conquête coloniale. Le deuxième thème, la grève des cheminots en 1947 à Thiès. Ces deux thèmes ont été choisis par l'association
et j'ai été chargé, n'est-ce pas, de présenter cela. Je voudrais aussi, si vous permettez, Monsieur le Président, saluer ici la présence d'anciennes connaissances, d'anciens collègues avec qui j'ai servi pendant toute une carrière que je retrouve ici aujourd'hui. Je voudrais donc saluer avec beaucoup de respect, n'est-ce pas, leur présence au niveau de cette salle. Je vais donc aller très vite, monsieur le modérateur, comme j'ai 20 minutes, 10 minutes par thème, je vais donc tenter de résumer, n'est-ce pas, les deux thèmes. Le premier thème, Lat Dior face à la conquête coloniale. Je voudrais, si vous permettez, m'arrêter un peu sur le titre. Lat Dior Ngoné Latyr Diop face à la conquête coloniale. Lat Dior est né en 1842. 1842, nous sommes au milieu du 19e siècle. Les conquêtes coloniales sont intervenues également au 19e siècle. Et le 19e siècle correspond non seulement à ces conquêtes-là, par les Européens, la conquête de l'Afrique par les Européens, mais également le 19e siècle correspond aussi à ce qu'on a appelé les résistances en Afrique. C'est pourquoi on a ciblé les deux mots, conquête et résistance. Alors, pour le cas de Lat Dior, je disais donc que nous sommes au milieu du 19e siècle. Le 19e siècle vient juste après le 18e siècle. Le 18e siècle que les Européens eux-mêmes ont appelé le siècle des Lumières. Parce que c'est à cette période qu'il y a eu les grandes révolutions. Parmi ces grandes révolutions, il y a la révolution industrielle. Donc, on assiste en Europe à un foisonnement d'industries. Mais le paradoxe, c'est que ces industries n'ont pas les matières premières pour transformer ces matières premières. Donc, il leur fallait venir en Afrique, n'est-ce pas, conquérir des territoires, s'accaparer des richesses et les évacuer à partir du port de Dakar, des ports des côtes africaines vers l'Europe. Donc, ce qui explique, n'est-ce pas, cette ruée à partir du milieu du 19e siècle des Européens vers le continent africain. Alors, c'est le cas avec Lat Dior. Je vais donc très rapidement évoquer 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, nous allons essayer de voir les premiers désaccords entre Lat Dior et la France. Ensuite, nous verrons comment Lat Dior est intervenu, a été intronisé comme Damel du Cayor, parce que n'oublions pas que Lat Dior, n'est-ce pas, dans ce qui se passe au Cayor, pour accéder, n'est-ce pas, au trône, il fallait être appartenir aux 3 clans. Les 3 clans, c'est les Fall Tcheyassine. Le deuxième clan, c'est les Fall Major. Le troisième clan, c'est les Fall Tchendela. Or, Lat Dior, son nom de famille, c'est Diop. Donc, quand Lat Dior, n'est-ce pas, accédait au pouvoir, avant qu'il n'accède au pouvoir, il y avait Birima qui était, n'est-ce pas, Damel. Birima, c'est en quelque sorte un demi-frère de Lat Dior. Birima Fall, qui était, n'est-ce pas, le Damel du Cayor. Alors, ce qui s'est passé durant ce règne de Birima, c'est que l'Europe, donc la France, a voulu installer une ligne télégraphique Saint-Louis-Dakar.
Alors, il fallait donc avoir l'autorisation du Damel, Birima, pour pouvoir, n'est-ce pas, construire cette ligne télégraphique. Ça, c'est le premier point de désaccord entre la France et l'Afrique. Le deuxième point de désaccord qui va intervenir, c'est la construction du chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Or, pour Lat Dior, la construction du chemin de fer et l'autorisation, n'est-ce pas, de l'établissement d'une ligne télégraphique Dakar-Saint-Louis signifierait, n'est-ce pas, la fin de l'indépendance du Cayor. Le troisième élément de désaccord entre Lat Dior et les Français, c'est la culture de l'arachide. Parce que n'oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait trouver des matières premières pour ravitailler, n'est-ce pas, les industries européennes. Et l'implantation de la culture de l'arachide signifierait pour Lat Dior la fin de l'indépendance. Donc c'est ça qui va être à l'origine, n'est-ce pas, du conflit entre les Français, dirigés par Faidherbe, puis par Pinet-Laprade et Lat Dior. Donc après Birima, celui qui l'a succédé s'appelait Makodou. Parce que Birima est décédé en 1859. Malheureusement, au moment où il décédait, heureusement, n'est-ce pas, la France n'avait pas obtenu l'accord de signature de l'installation de cette ligne télégraphique. Alors, c'est dans ces conditions que Madjojo intervient. Il est élu par les grands notables du Cayor, mais il est soutenu aussi par Faidherbe. Ce qui fait que, donc, le colister de Lat Dior Demba War Sall va tenter, n'est-ce pas, de mener la guerre contre Makodou. C'est à la bataille de Koki, n'est-ce pas, que Madjojo parvient à éliminer Makodou et s'emparer du pouvoir dans le Cayor. Mais Madjojo également était un pion des Français, parce qu'il était soutenu par Faidherbe. Donc, toutes les faveurs que Faidherbe voudra pour implanter cela dans le Cayor, n'est-ce pas, sera accordé par Madjojo. Ce qui fait que donc, les grands électeurs du Cayor, soutenus, n'est-ce pas, par Lat Dior, vont entrer en guerre contre Madjojo et vont parvenir, n'est-ce pas, à l'éliminer à la bataille de Koki en 1861. C'est ainsi que, après l'élimination de Birima, puis de Makodou et de Madjojo, n'est-ce pas, Lat Dior va être intronisé à l'âge de 17 ans par son mentor Demba War Sall. Il s'organise avec ses troupes et tend une embuscade aux Français. C'est la bataille de Ngolngol. À cette bataille de Ngolngol, les troupes de Lat Dior sont parvenues à vaincre, n'est-ce pas, Faidherbe et ses troupes. C'est le 29 décembre 1863. Et cette première victoire de Lat Dior face aux Européens va avoir un écho sur l'ensemble de la sous-région. Et à partir de ce moment, n'est-ce pas, Lat Dior va consolider, n'est-ce pas, son pouvoir en essayant de mener des alliances au Saloum, d'abord au Sine, au Saloum, avec Mbaba Diakhouba, n'est-ce pas, dans le Rip, puis avec Albouri Ndiaye, dans le Djolof, pour pouvoir consolider, n'est-ce pas, son pouvoir. Alors, mais Faidherbe a quitté le Sénégal et celui qui le remplace, c'est Pinet-Laprade. Et Pinet-Laprade est venu au Sénégal avec tous les moyens. L'administration française lui a accordé tous les moyens pour en finir définitivement avec Lat Dior. Alors, c'est ainsi que le 12 janvier 1871, Lat Dior a été reconnu sur l'ensemble du Cayor
comme Damel du Cayor, en 1871, le 12 janvier 1871. Et cela va étendre, n'est-ce pas, son influence sur l'ensemble de la région. Mais Pinet-Laprade, doté de moyens, va s'allier également avec les pouvoirs locaux pour tenter, n'est-ce pas, de briser, n'est-ce pas, cet élan de la Dior. Et c'est ainsi que le 27 octobre 1886, à la bataille de Derklé, n'est-ce pas, meurt Lat Dior au cours d'un combat contre la France. Ce combat a été extrêmement violent, très bref, mais avec beaucoup de morts. C'est au cours de cette bataille, n'est-ce pas, que Lat Dior a perdu la vie. Alors, son mentor Demba War Sall, n'est-ce pas, va le prendre et cacher son corps pour éviter que les Français ne le découpent et le présentent, n'est-ce pas, comme victoire à l'ensemble des autres peuples. Donc voilà brièvement, n'est-ce pas, résumé, n'est-ce pas, le combat de Lat Dior face, n'est-ce pas, à la pénétration coloniale. C'est la grève générale historique des cheminots africains à Thiès en 1947. Plus précisément, le 11 octobre 1947. Auparavant, c'est-à-dire en 1945-1946, il y a eu des grèves au Sénégal. Mais ce sont des grèves qui se sont succédées. En 1947 et en 1948, il y a eu également des mouvements. Et ces mouvements-là sont des mouvements sociaux face à l'administration coloniale. Parce que vous vous souvenez, 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Or, les Africains ont participé à côté des Français à la libération de la France. Parce que la France avait été occupée par l'Allemagne pendant la guerre. Et ce sont les Africains qui ont libéré Paris de cette intrusion allemande. Donc nous allons revenir là-dessus un peu. Le mouvement ouvrier sénégalais commence donc à se structurer à cette période-là, entre les deux guerres. Alors, en 1938, il y a eu une première grève qui éclate à Thiès. Et cette grève a eu des conséquences énormes parce qu'il y a eu 6 morts pendant cette grève-là. C'est la grève de 1938 à Thiès. Alors, c'est en commémoration de ce mouvement qu'en 1947 éclate la fameuse grève des cheminots. Donc, pour célébrer cet anniversaire. Après la guerre, les conditions de vie des salariés restent cependant très difficiles. En 1948, 70% des salariés de l'AOF sont des manœuvriers. 50% sont localisés à Dakar, capitale et principal pôle économique de la colonie. Alors, nous allons essayer de voir, mais pourquoi cette grève? Fondamentalement, c'est quoi cette grève? Pourquoi, n'est-ce pas, les cheminots sont arrivés à déclencher cette grève de 1948? Alors, les raisons sont multiples, mais nous en citerons simplement quelques-unes. Fin 1945, les habitants de l'Afrique occidentale française souffrent d'une grande précarité, en particulier en milieu rural. À Dakar, les enseignants, rejoints par les métallurgistes, se mettent en grève à partir de décembre. Cette grève s'étend en janvier 1946 jusqu'à Saint-Louis. Malgré la pression des autorités,
l'aide des unions locales, de la Confédération générale du travail et le soutien populaire permet au mouvement d'obtenir, début février, une hausse de salaire et la reconnaissance du droit syndical. Parce que les revendications fondamentales, c'était l'augmentation des salaires et la reconnaissance du droit syndical. Malgré ce premier succès, les différences salariales subsistent en fonction de la couleur de la peau du travailleur. Cette différence est telle que lors de l'annonce en 1946 de la privatisation de la régie ferroviaire, les licenciements ne concernent que les travailleurs africains. Les négociations se multiplient. Le 19 avril, une immense masse de cheminots se mettent en grève. Un protocole de fin de grève est signé, mais la régie décide de passer outre et de maintenir son plan. Le 10 octobre 1947 démarre à l'appel des syndicats des cheminots une grève reconductible qui touche quasiment tous les salariés de la régie. Les mesures de rétorsion prises par l'entreprise et les autorités coloniales n'enrayent pas le mouvement. Après 160 jours de grève, 62% des salariés restent mobilisés. Les négociations s'ouvrent et débouchent sur un statut unique pour les salariés de 20%. Ces deux mouvements de grève marquent profondément la population. Ils marquent la réaction de la population à l'exploitation coloniale et aux inégalités qu'engendre ce système, tout en participant au développement du mouvement ouvrier en Afrique occidentale française, associé dès sa naissance à l'anticolonialisme. Dans les années qui suivent, le mouvement ouvrier d'AOF poursuit son développement jusqu'à la formation de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire en 1957. L'écart entre colons et colonisés continue cependant à se creuser, ouvrant la voie à la formation de groupes politiques indépendantistes. Le deuxième élément, c'est que comment ce mouvement-là s'est généralisé. Parce que ça a démarré à Thiès, mais après Thiès, d'autres régions également ont été concernées. En juillet 1946, peu après cette grève qui avait agité les centres urbains, l'administration coloniale sénégalaise annonce la privatisation effective au 1er janvier 1947 de la Régie fédérale des chemins de fer de l'AOF. Organisme industriel et commercial responsable du réseau ferroviaire d'AOF. Elle emploie alors 18 000 personnes, dont 9,6% des salariés africains sans statut, occupant des fonctions subalternes, 2,7% d'employés blancs et une grande majorité, entre parenthèses, 87,7% d'auxiliaires africains en conditions précaires. Cette privatisation prévoit la suppression du statut, le licenciement de 3 000 personnes et une augmentation des coûts de transport. La Fédération des travailleurs indigènes du chemin de fer de l'AOF, organisation syndicale des cheminots, impulse la rédaction en août 1946 d'un cahier de revendications. Les 3 mots d'ordre qui ressortent sont hausse des salaires, c'est le premier mot d'ordre. Deuxième mot d'ordre, cadre unique garantissant l'égalité entre travailleurs africains et travailleurs européens. Deuxième mot d'ordre. Le troisième mot d'ordre, intégration des auxiliaires dans ce cadre unitaire. La pression commençant à monter, une commission paritaire consultative est réunie et reçoit les revendications. Les responsables de la régie, en accord avec les syndicats des salariés européens, rejettent cependant l'intégralité des revendications et annoncent que les 3 000 licenciements se feront uniquement parmi les auxiliaires africains.
Les syndicats des cheminots africains appellent alors à la grève pour le 19 avril 1947. Veille de la visite prévue du président de la République, Vincent Auriol, face à la mobilisation, le ministre de l'Outre-mer, Manus Moutet, de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, organise et signe un protocole de fin de grève. La commission consultative élabore dans ce cadre une convention collective que la direction de la régie modifie unilatéralement le 29 août 1947, ce qui est inacceptable pour les travailleurs. Les syndicats appellent à une nouvelle grève pour le 10 octobre 1947. Cette grève est massive. Les 4 réseaux ferrés sont bloqués, ainsi que les ports. Au 1er novembre 1947, il n'y a que 525 non-grévistes, dont seulement 38 Africains. La paralysie est totale. Les ouvriers des WARF, les WARF, ce sont des sortes d'embarquements et de débarquement des marchandises au niveau des ports. Alors, donc, les ouvriers des WARF rejoignent le mouvement, ce qui a pour conséquence d'interrompre les embarquements et débarquements des marchandises au port. L'administration apporte son plein soutien à la régie qui refuse de négocier. Elle lance des poursuites contre les dirigeants du mouvement et déclare la grève illégale. Le secrétaire général de la fédération, Ibrahim Assar, est condamné à 1 mois de prison et 12 000 francs d'amende. En janvier 1948, malgré 3 mois de grève et une répression judiciaire sans précédent, le mouvement reste puissant. Seuls 838 cheminots, majoritairement européens, ont repris le travail. La régie est forcée d'embaucher 2416 personnes, dont d'anciens cheminots renvoyés pour faute professionnelle et des chômeurs sans qualification. Elle fait perquisitionner les locaux syndicaux dans les différents centres du réseau ferré, accuse les grévistes de mauvais entretien des trains et de sabotage. 12 grévistes sont arrêtés pour sabotage après la mort de 5 personnes sur la ligne Sénégal-Soudan-Niger, c'est-à-dire Sénégal-Mali, sur accusation de la régie, alors que l'accident est dû à la réhabilitation d'un conducteur licencié pour conduite dangereuse. Les grévistes opposent alors à la régie des assemblées générales quotidiennes et des comités de grève qui organisent la distribution des produits de première nécessité. Malgré le parti pris des chefs religieux contre la grève et l'effet inflationniste qu'elle induit faute de transport et de débarquement, la population apporte son soutien aux cheminots. Ces derniers reçoivent nourriture, argent de la part des commerçants. Les responsables syndicaux circulent d'un piquet de grève à l'autre pour distribuer les denrées récoltées. Les dons aux caisses de grève affluent. Après 160 jours de grève, le mouvement faiblit. Néanmoins, il reste 62% des grévistes en AOF. Cette situation pousse le gouvernement français à nommer le socialiste Paul Béchard à la tête de l'AOF avec pour mission de résoudre le conflit. La régie doit accepter d'ouvrir des négociations. Le protocole de fin de grève est signé le 16 mars 1948. L'administration légitime la grève, lève les sanctions contre les grévistes qui ne sont plus considérés comme démissionnaires. Si les journées de grève ne sont pas payées, la régie met en œuvre le cadre unique où 64% des auxiliaires sont intégrés, les salaires et indemnités sont majorés de 20%, les cheminots reprennent le travail le 19 avril 1940. Alors, nous allons terminer par les conséquences. Bon, et peut-être aussi ouvrir une fenêtre pour permettre aux congressistes que nous sommes de voir quel enseignement peut-on tirer
de cette grève des cheminots de 1948. Parce qu'il y a bien et bien vraiment, à mon avis, à mon humble avis, des enseignements à tirer durant cette grève de 1948. Je donnerai que quelques exemples. Le premier exemple, c'est cette forme de solidarité. Quand les cheminots résidant à Thiès sont allés en grève pendant 160 jours, ce n'était pas donné à n'importe qui pour résister pendant 160 jours. Les populations du monde rural se sont solidarisées à ce mouvement ouvrier urbain pour apporter nourriture, pour apporter argent à ces grévistes-là. Donc c'est un enseignement à tirer. Le deuxième enseignement que moi je peux noter, mais c'est surtout l'émergence d'une classe ouvrière. Dans quelles conditions cette classe ouvrière-là s'est? Ça aussi, il est bon de réfléchir là-dessus. Peut-être que ce sera une moisson pour les jeunes générations, n'est-ce pas, qui pourront exploiter, n'est-ce pas, cette l'autre engagement également que moi je considère, mais c'est surtout une sorte d'interaction entre, d'une part, le monde ouvrier, le monde paysan, mais également une frange de la population que l'on considère comme les grands commerçants de Saint-Louis. Donc cette interaction-là entre ces trois catégories socio-professionnelles, ça mérite également une réflexion. Je pense qu'on pourra mettre ça dans le panier et ça permettra aux gens de réfléchir et d'apporter des choses. Alors, ce mouvement sert de cadre d'expression à la jeunesse intellectuelle du pays, qui est bridée dans son avancement par l'administration coloniale. Cette jeunesse sénégalaise de formation récente bénéficie alors d'un prestige dans la société, bien qu'elle soit peu représentative, parce qu'à l'époque, on considère que 4,5% de Sénégalais en âge d'être scolarisés le sont en 1956. 4,5%. Et l'élite intellectuelle est concentrée essentiellement dans les centres urbains, qui sont des pôles économiques, comme Dakar par exemple, mais ne regroupent qu'une petite minorité de la population. Elle ne peut pas non plus s'appuyer sur une importante classe ouvrière dans un pays qui reste dominé par les secteurs primaires et tertiaires. Alors, ces déficits en termes, et c'est là où je vais terminer, ces déficits en termes de culture de classe, là aussi peut-être que les congressistes pourront revenir là-dessus, hein, ces déficits en termes de culture de classe sont compensés par l'essor du mouvement national. Ce syndicalisme anticolonial conduit cependant à un éloignement croissant des travailleurs africains et européens. Ces derniers ne s'associent pas systématiquement aux revendications de leurs collègues. Dans les années qui suivent, la coopération entre les différents mouvements syndicaux se poursuit jusqu'à la création en 1957 de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, UGTAN, regroupant les dirigeants syndicaux de la Confédération générale des travailleurs africains, de la Confédération générale des travailleurs et de la Confédération africaine des travailleurs. Chez les cheminots, plusieurs grèves sporadiques donc ont éclaté entre 1938 et 1947. Ibrahima Sarr, secrétaire général du syndicat des cheminots du Dakar-Niger, puis secrétaire général de la Fédération des syndicats des cheminots africains, de 1946 à 1954, va se distinguer en menant cette grève avec pugnacité. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Daoud. Merci.
Nous allons donner la parole à un autre homme de science. Il s'agit du professeur Mamadou Koumé. Je permettrai à l'entame de M. Diallo de saluer ici un maître qui m'a instruit de venir donner cette communication. Il s'agit de Mamadou Diop Kassou, qui m'a enseigné à l'école primaire. Il m'a dit, je veux que tu viennes nous faire une communication sur comment bien vieillir, comment réussir sa retraite, mais tu te prends en charge, tu te déplaces et tu te débrouilles en tout cas tu viens. J'ai reçu des certificats. Je ne sais pas si j'ai encore réussi, j'ai exécuté la mission, mais je suis encore là, je vais voir si à la fin vous serez satisfait. C'est un thème qui est extrêmement important, mais ce qui m'a le plus séduit, c'est cette découverte que je viens de faire, c'est votre slogan, la retraite, une île à développer. Alors, je vais en rajouter, avant de commencer, par partager avec vous, Madame la Directrice, une citation d'un célèbre chroniqueur français, Alexandre Carr, qui disait que il ne faut pas attribuer à la vieillesse tous les défauts des vieillards. Du nettali rek ñu ne damm na du lu dal mag rek ñu ne màgget la. Alors, c'est quoi la retraite? La retraite, elle a une définition. C'est une cessation d'activité à un âge donné pour percevoir une pension à laquelle une convention donne droit. Donc c'est une convention. L'âge de la retraite se définit comme celui à partir duquel un travailleur est en droit de percevoir une pension de vieillesse. Alors, quels sont les différents âges de la retraite en Afrique? Au Sénégal, dans la fonction publique, c'est 60 ans, 65 ans pour les enseignants que nous sommes, avec bien sûr, c'est certain, les travailleurs militaires, ils vont plutôt à la retraite en fonction de la pénibilité du travail. En Côte d'Ivoire, c'est 60 ans. Au Maroc, c'est 63 ans. En Afrique du Sud, il n'y a pas d'âge fixe. En France, vous connaissez un peu les débats, c'est 64 ans et c'est pas fini. En Allemagne, c'est 67 ans. Aux États-Unis, 66-67 ans. Au Japon, 65 ans, avec des emplois possibles au-delà. Alors, c'est quoi la vieillesse? Il faut différencier vieillesse et vieillissement. Vieillissement, c'est le processus. Vieillesse, c'est l'âge à partir duquel on est considéré comme étant vieux ou vieille. L'Organisation mondiale de la santé définit la personne âgée comme celle qui a 65 ans et plus. Vous acceptez une définition sociale de 60 ans en fonction de l'âge de la retraite. J'en fais partie. Mais l'âge à partir duquel on considère une personne âgée comme gériatrique, c'est 75, 70, 75 ans. Et quand vous allez en France, dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées, l'âge moyen est de 80 ans. Ça veut dire que la perception de la retraite est relative et elle est très très variable. Le vieillissement, c'est le processus qui mène à la vieillesse. Nous le définissons comme un processus physiologique qui modifie la structure et les fonctions de l'organisme à partir de l'âge mûr. C'est-à-dire que le vieillissement est un processus physiologique, donc naturel. On vieillit parce que c'est naturellement notre sort. Et c'est le résultat de plusieurs effets. Les effets génétiques et environnementaux. Nous héritons, nous vieillissons parce que nous héritons de nos gènes. Si moi j'ai eu un père qui est décédé, qui est mort à l'âge de 100 ans, j'ai de grandes chances d'arriver à 100 ans. Ça, c'est l'aspect génétique. Mais l'environnement dans lequel j'évolue va influer sur ce vieillissement. C'est un processus qui est lent, qui est progressif, qu'il faut différencier des maladies. On peut vieillir sans être malade. C'est extrêmement important de faire cette différence. En Afrique maintenant, le principal enjeu en Afrique maintenant, c'est le vieillissement de sa population. Nous sommes maintenant dans une société où on parle de retraite active. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont pris de la retraite depuis plus d'au moins 30 ans ou 40 ans, qui sont encore là.
Des fois, la période de la retraite peut être plus longue que la période d'activité. Ça veut dire que c'est une période, ce qu'on appelle la retraite active. Alors, mais j'attire votre attention sur ce qu'on appelle l'agisme. L'agisme, c'est les attitudes et les comportements de discrimination et de ségrégation, de mépris et de dépréciation envers un individu en raison de son âge. J'ai donné l'exemple du Niger où les gens héritent de leur père vivant. Vos parents sont vivants, vous faites main basse sur leur fortune. Alors, le vieillissement de la population mondiale est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. De 650 millions, nous allons vers 2 milliards en 2050. En Afrique subsaharienne, de plus de 50 millions actuellement, d'ici 2050, nous allons passer à 160 millions. Donc il y a un triplement de la population de personnes âgées, simplement dû au fait que, si je prends l'exemple du Sénégal, le taux d'accroissement démographique des personnes âgées qui est de 3,5 est largement supérieur au taux d'accroissement de la population générale qui est de 2,9. Chaque année, il va y avoir de plus en plus de personnes âgées. L'espérance de vie, qui était de 45 ans dans les années 50, est aujourd'hui de 69 ans en moyenne. Elle est plus élevée chez les femmes. Les femmes vivent naturellement plus longtemps. Et l'espérance de vie au Sénégal va passer d'ici 2035 à 74 ans, voire 75 ans. Mais ça, c'est la transition, ce qu'on appelle la transition démographique, moi, le vieillissement de la population. Mais couplé à ça, nous vivons ce qu'on appelle la transition épidémiologique. Démographique, c'est la population, épidémiologique, ce sont les maladies. Avant, il y avait les maladies aiguës, le VIH, les maladies transmissibles, mais maintenant, il y a les maladies chroniques. Nous vivons ce double fardeau de vivre les maladies transmissibles, mais ensuite les maladies chroniques qui vont augmenter la charge et qui mettent à rude épreuve nos systèmes de santé qui ont dépassé leur capacité. Mais comment comprendre le vieillissement? Je vais, compte tenu du temps, insister sur deux organes. La physiologie a permis de comprendre les progrès de la médecine pour mieux différencier le vieillissement qui est physiologique des maladies. Maintenant, nous connaissons les principaux facteurs qui déterminent le vieillissement et cette bonne connaissance du vieillissement nous permet non seulement d'adapter notre prise en charge des malades âgés, mais de développer des stratégies pour ralentir le vieillissement, et c'est le propos, ça va être mon propos aujourd'hui. Le vieillissement se traduit par une diminution des capacités fonctionnelles. Ça, il faut le retenir. Mais cette diminution des capacités fonctionnelles varie en fonction des individus. Les gens ne vieillissent pas de la même manière et au sein même d'un individu, les organes ne vieillissent pas de la même manière. Vous pouvez avoir deux individus, autant quand vous voyez deux jeunes de 15 ans, 20 ans, vous pouvez connaître tout leur âge. Mais là, il est difficile de donner l'âge de chacun. Il y en a qui paraissent plus jeunes que d'autres alors que vous avez le même âge. Parmi vous, il y en a qui paraissent plus jeunes que d'autres alors que vous avez le même âge. Ça, c'est ce qu'on appelle le vieillissement différentiel interindividuel. Nous allons vous dire pourquoi. J'ai l'habitude de donner l'exemple de deux véhicules. Vous achetez deux véhicules neufs. Vous conduisez un dans les routes du Sénégal et vous en conduisez un autre à Boston. Au bout d'1 mois, alors cette grande hétérogénéité du vieillissement nous a permis de développer ce qu'on appelle le vieillissement réussi et le vieillissement robuste, le vieillissement à haute fonction. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vieillit, à poids constant, looy gën di jëm di mag graisse gi dafa yokk muscles yi suux yi di wàññeeku. Il y a deux choses qui caractérisent la personne âgée. Il y a une augmentation de la masse grasse et une diminution de la masse maigre. La masse grasse est dangereuse parce que la graisse, c'est le cholestérol, c'est la tension, c'est le diabète. La masse maigre, c'est les muscles, c'est la force musculaire et tout. Donc, comment faire pour inverser cette tendance?
l'activité physique. Alors, lorsque qu'on prend de l'âge, les neurones, c'est l'unité fonctionnelle du cerveau, diminuent. Mais ça n'agit pas sur les compétences acquises. Les gens qui doivent changer. Normalement. Quand on avance en âge, normalement, les compétences restent, sont conservées. Il y a peut-être ce qui diminue avec l'âge, c'est ce qu'on appelle la capacité attentionnelle multitâche. C'est-à-dire que la capacité attentionnelle, c'est la capacité à gérer plusieurs actions en même temps. Je donne l'exemple de la femme qui peut piler le mil, avoir son enfant sur le dos, surveiller le repas, guetter l'arrivée de son mari et surveiller son environnement. Ça, c'est la femme. C'est ce qu'on appelle la capacité attentionnelle multitâche. Mais les hommes, quand ils prennent de l'âge, je suis en train de lire mon Coran, lire mon journal, dès qu'il y a du bruit, attendez. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, à la fac, je pouvais regarder, lire mes études, mettre de la musique, ça ne me gênait pas. Ça, c'est le cas. Tout ce qui fait que les personnes âgées ne supportent pas le bruit. Parce qu'il y a une baisse des capacités attentionnelles multitâches. Il y a aussi une diminution du sommeil, parce que la mélatonine baisse. La sensation de soif diminue, parce que les osmorécepteurs qui sont au niveau de l'hypothalamus baissent. Ça, c'est des choses qu'ils font avec. Ce qui fait que l'âge, une personne âgée ne doit pas attendre d'avoir soif pour boire. C'est comme le radiateur, le thermostat d'un véhicule. Le thermostat d'un véhicule, lorsqu'il prend de l'âge, le véhicule peut chauffer si le thermostat ne fonctionne pas. Donc c'est extrêmement important de prendre soin de ça. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est que votre réponse immunitaire diminue. Vous êtes capable de vous battre, mais vous défendez moins face à une agression. Et l'immunité à médiation humorale, cette immunité qui vous permet de répondre au vaccin, baisse. Ce qui fait que pendant la Covid, j'ai beaucoup insisté pour qu'on fasse une 3e dose aux personnes âgées pour mieux les protéger. Alors, on a toujours pensé que être âgé, c'est être malade. Mais on a levé cet équivoque. Au début, on pensait que le fait d'être Alzheimer, c'était un vieillissement naturel. C'est faux. On a pensé qu'avoir une insuffisance cardiaque, c'était normal à l'âge. C'est faux. On a pensé que le vieillissement des artères était lié à l'âge. C'était faux. On avait pensé que le fait de perdre les urines, c'était l'âge. C'est faux. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'en étudiant les centenaires, des gens qui avaient 100 ans, on a trouvé des malades, des personnes âgées qui avaient 100 ans, qui étaient indemnes, qui n'avaient ni Alzheimer, qui n'avaient ni insuffisance cardiaque, qui n'avaient aucun trouble. Ça veut dire que la maladie n'a rien à voir avec la vieillesse. Il faut que ça soit extrêmement clair. C'est des tabous qu'il faut lever. Ça là, c'est des expressions en wolof qu'il faut bannir. Magreg doyna wéredi, ce n'est pas une expression. Ça ne repose sur absolument rien du tout. Man nga nek mag, mais nek mag mu deuguer. Simplement parce que le fait d'avancer en âge expose aux maladies. Quand on avance en âge, on est exposé à des maladies. Les modifications induites par le vieillissement exposent à la maladie, parce que quand le rein diminue de fonction, parce que la force du rein à filtrer, cette force diminue. La force du rein d'une personne âgée de 80 ans est la moitié de la force d'un rein d'un sujet qui a 20 ans. C'est normal. Donc il faut faire attention aux médicaments que vous prenez, parce que le rein ne peut plus diminuer, éliminer. Ça, c'est des choses qu'il faut gérer. Feebar ak mag bokkuñu. C'est vrai que la vieillesse est un terrain qui est propice aux maladies, mais il faut savoir que chez les sujets âgés, vous avez deux types de maladies. Les maladies chroniques, les pathologies de médecine interne, comme l'hypertension artérielle, le diabète, cardiopathie, affection rhumatismale, diabète, rhumatisme, hypertension artérielle. Mais les syndromes gériatriques, et ça, nous allons faire un petit tour d'horizon. Les maladies chez les sujets âgés, les personnes âgées ont plus de risques de faire de l'hypertension, du diabète, de l'hypotension orthostatique, de l'insuffisance cardiaque, de l'arthrose.
Mais ça, ce qui caractérise le sujet âgé aussi, c'est la polypathologie. Mais ces comorbidités, pourquoi il faut les prendre en charge? Et nous avons vécu ça pendant la Covid. Sur les 322 patients que j'ai perdus, âgés que j'ai perdus, les 98% étaient diabétiques ou hypertendus. Tous les malades que je recevais qui n'avaient pas de problème, on s'en sortait indemne. Mais nous avons tout de suite développé des stratégies pour éviter, pour permettre leur survie. Mais les maladies qui frappent plutôt les personnes âgées, c'est la perte d'autonomie. Les problèmes de mémoire, état nutritionnel, parce que mais vous ne pouvez pas manger un repas copieux comme les personnes, comme les jeunes. Donc vous êtes obligé de développer des stratégies en fractionnant les repas. Donc si vous n'avez pas cette culture, vous êtes un seul repas, mais votre organisme a besoin de nutriments, il va l'épuiser et ça vous propose à la dénutrition. Le risque de chute aussi, le fait que aussi et ça vous expose à la fracture, la confusion mentale, les risques d'escale et la polypathologie. Et la polymédication aussi. Parce que mag ñetti façon garab lay nan garab bi ko médecin bi prescrire garab bi ma gis ne xaritam bi jël na ko mu jikko mu jël ko mu saa jox ma garab bi wala garab wolof ñaar yooyu ñaar ñu mujj yi garab bi sa xarit bi jël ak garab wolof ñaar yooyu ñoo gën a dangereux ci mag te yëpp ngeen boole di jël bàyyi leen loolu day leen jël garab yi uniquement yi leen prescrire parce que médecin bi xam na li mais garab bi sa xarit jël na ko ça lui a réussi mu jël ko. Moi, il me réussit à l'IPRES. Quand j'étais à l'IPRES, je fais une digression pour tricher sur le temps. Donc, je suis Tania, est-ce qu'il y a des fèvres, mais ce n'est pas lui. Mais bon, insister, mon nom, c'est que j'ai un ami, il a les mêmes problèmes, il m'a expliqué ça. Je voudrais simplement gagner mon garab pour moi. C'est la solidarité intergénérationnelle, mais bon, il faut faire attention. Donc, maintenant, on sait exactement lan moy fièvre ak lan moy mak pour ñu mëna fexé que vous puissiez réussir votre retraite. Actuellement, il y a un enjeu parce qu'il y a l'allongement de l'espérance de vie. Et ça va agir sur les systèmes de retraite, madame la directrice. Parce que c'est en fonction des régimes de retraite, par répartition ou par capitalisation, l'inversion, il y a l'espérance de vie. Donc vous allez leur payer leur pension pendant très longtemps. Surtout qu'ils demandent une augmentation. Alors, maintenant, il y a des problèmes. C'est des problèmes de santé, de finances et des projets. Vous allez monter des projets. Et vraiment, je pense que vous avez besoin aussi d'être inclus dans les politiques, qu'on mette en place des politiques de vieillissement. Surtout qu'il y a ce qu'on appelle le vieillissement réussi. Vieillir en bonne santé, l'OMS l'a défini comme étant un processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permet aux personnes âgées de jouir d'un état de bien-être. Processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui maintiennent les personnes âgées et de jouir d'un état de bien-être. Il y a deux choses. La capacité fonctionnelle chez nous, c'est la capacité intrinsèque plus l'environnement. Capacité nitki, c'est la capacité intrinsèque. Moi, l'individu, mais l'environnement. C'est-à-dire capacité, moi, mais l'environnement. Mon faire, mon gars nek mak, mais ce que l'environnement est favorable pour nga am yaram, da ngay am sa bien-être. Donc ça prend en charge l'environnement. Il y a deux chercheurs américains, Rowe et Khan, en 1987, ils ont développé le concept de vieillissement réussi. Un vieillissement robuste qui différencie du vieillissement usuel et du vieillissement avec pathologie. Il y a des gens qui vieillissent très mal parce qu'ils tombent malades et tout, mais il y a des vieillissements robustes. C'est un vieillissement avec absence de maladie ou atteinte minime ou absence de pathologie. Mais avec juste une maladie, vieillissement avec juste un petit diabète ou une petite hypertension artérielle, mais d'être robuste. Alors ce vieillissement-là, il y a beaucoup d'expressions, bien vieilli, vieillissement productif, vieillissement à haute fonction, vieillissement robuste, vieillissement en bonne santé, vieillissement réussi. Nous nous sommes rendus compte, ces chercheurs-là, ils se sont rendus compte que
il y avait 3 critères de vieillissement réussi. Les gens qui avaient très bien réussi avaient 3 critères. Il y avait un bon niveau socio-économique, Madame la directrice, c'est important, le niveau socio-économique, pour bien réussir son oeuvre. Il y avait un maintien d'une activité socio-professionnelle, même si c'est une activité bénévole. Et puis il y avait une bonne hygiène de vie alimentaire. Donc si vous voulez bien réussir, bon, le niveau socio-économique, je sais que vous êtes en train de vous battre. Maintenez une activité professionnelle, même si c'est bénévole, parce que ce que vous faites là, cette vie associative-là, c'est une activité qui est extrêmement importante, il faut la maintenir. Avoir une bonne hygiène de vie alimentaire sur laquelle nous allons revenir. Parce que le vieillissement, il est progressif, il est universel, il est modulable quand même. Et les travaux de recherche ont permis de montrer qu'on peut mener des activités pour prolonger la longévité avec des stratégies que nous envisageons. La première stratégie, elle est d'abord diététique. Parce que nous nous sommes rendus compte que si vous diminuez la quantité de calories, vous allez prolonger votre longévité. On l'a vu, on l'a expérimenté chez les animaux. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'il ne faut pas vous mettre au régime. Mais il faut éviter de manger gras. L'autre aspect, c'est qu'un homme, pour être sain, doit respecter son poids idéal. Il ne faut pas être trop maigre, mais il ne faut pas être trop gros aussi. Le poids idéal, c'est c'est la taille, plus ou moins 5. Si vous faites 1,70 m, votre poids idéal, c'est entre 65 et 75. C'est la taille, plus ou moins 5. Donc le respect du poids idéal est un facteur de longévité. Il faut éviter d'être trop gras, mais il faut voir aussi. Alors, l'activité physique, le deuxième aspect. L'activité physique s'oppose au vieillissement à tout point de vue. Je vous avais dit que Boy Mac a une graisse du perdre les muscles. La graisse, elle est dangereuse parce qu'elle va étouffer les artères, vous donnez de la tension et du diabète. L'activité physique diminue la graisse. Vous perdez des muscles, ça vous expose à la chute. L'activité physique augmente les muscles et la force musculaire. L'activité physique préserve vos fonctions cardiovasculaires, ça vous protège contre l'insuffisance cardiaque. Et cette activité physique réduit le risque cardiovasculaire, même si c'est débuté à un âge tardif. Quand tu commences à vouloir faire, vous commencez aussi à faire l'eau d'ara. Vous pouvez commencer dès maintenant à faire votre activité physique. Il y a une publication scientifique que j'ai tirée dans le British Medical Sport qui a montré que 4 heures de sport par semaine prolongeait la survie de 4 ans. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'activité physique, l'Organisation mondiale de la santé demande à ce qu'on fasse 75 minutes d'activité soutenue ou 150 modérées. La moyenne, c'est 30, le minimum syndical pour taquiner mon maître, c'est 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine minimum. Maintenant, si vous en faites plus, vous allez vivre plus longtemps. Si vous en faites plus, vous serez à l'abri des maladies cardiovasculaires. Si vous en faites plus, vous serez à l'abri des maladies coronaires. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la mauvaise santé. Nous avons fait une étude, quand j'étais à l'épreuve, j'ai fait une étude sur la santé perçue. J'ai posé 2 questions aux retraités. Quelle perception avez-vous de votre propre état de santé? Si les femmes me disent que bahul, ça veut dire que beaucoup fouillées, elles sont hypertendues ou diabétiques. Si les hommes me disent que c'est pas bon, c'est parce qu'il y a un faible contact. Les hommes ont peur de la solitude. Le doyen l'a dit tout de suite. Les hommes ont peur de la solitude. Très peur de la solitude. Mais malheureusement, ils vivent ça chez eux. Il faut les associer. Ils vont développer des dépressions masquées et c'est pas bon. Les hommes ont peur de la solitude. Et puis, par contre, si la santé est bonne, si la femme dit que son vraiment je suis très bien, c'est parce que beaucoup fouillé, elle est membre d'une association.
Si c'est un homme, beau fouillé, c'est parce que non seulement il est instruit, mais c'est parce que quelque part aussi, nous sommes top. Je veux dire, sa femme s'occupe bien de lui. La survie des hommes dépend des femmes. Alors, pour vieillir et rester en forme, il faut entretenir et améliorer le capital de base intellectuel, physique et relationnel. Pour vieillir et rester en forme, il faut entretenir le capital de base intellectuelle. Enseignant, enseigner, il faut donner des cours. C'est pourquoi mon maître là, pendant le congrès, il a pris la parole, il a fait un discours mémorable. Et c'était extrêmement important. Physiquement, il faut vous en tenir, j'en ai parlé là. Et le relationnel, c'est important. C'est une association, il ne faut pas arrêter ça. Il faut prévenir les maladies. Il faut prendre en charge les maladies. Le maintien des liens générationnels. Il faut adapter ce logement. Parce que dès que étage, nga jël si mag, yégo ko 4e étage te amul ascenseur, da koy condamner. Il faut savoir que vous êtes porteur de savoir-faire, de savoir-être. Il faut ce bénévolat le maintenir et savoir que bien vieillir, c'est une responsabilité individuelle et collective. Maintenant, pour terminer, je vais finir par partager avec vous la même pensée du même chroniqueur français, Alexandre Carr. Ne pas honorer la vieillesse, c'est démolir la maison où l'on doit coucher le soir. Monsieur le Président de l'Association nationale des retraités civils et militaires, honorables membres du bureau, Mesdames, Messieurs distingués, invités tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, chers aînés, parce que vous êtes mes aînés, vous l'avez rappelé, c'est avec un grand plaisir et une sincère gratitude que je suis aujourd'hui avec vous à l'occasion de ce congrès ordinaire. Il me plaît, avant tout propos, d'exprimer mes vifs et sincères remerciements à Monsieur le Président de l'Association nationale des retraités civils et militaires du FNF, ainsi qu'à tous les membres de cette prestigieuse association pour cette invitation et cette délicate attention portée à l'endroit de ma modeste personne, mais également pour le choix ô combien significatif du parrain de cet événement, en l'occurrence Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Je mesure l'honneur qui m'est fait, un honneur qui rejaillit sur l'ensemble du ministère des Finances et du Budget et qui témoigne de la confiance que vous placez non seulement en ma personne, mais aussi en l'action gouvernementale et dans les efforts déployés par les services de la direction des pensions pour améliorer continuellement la gestion de vos droits légitimes. Mesdames, Messieurs, chers membres de l'Association nationale des retraités civils et militaires, ce 13e congrès est un moment privilégié de dialogue et de partage. À cet effet, je voudrais saluer l'engagement continu de votre association dans la défense des droits de ceux qui ont consacré les meilleures années de leur vie au service de notre chère nation, le Sénégal. Les bons et loyaux services rendus par les aînés constituent une raison de plus pour garantir la qualité des services qui vous sont dus. En effet, ce congrès n'est pas seulement une rencontre administrative, c'est également un moment privilégié de célébration et de reconnaissance envers celles et ceux qui ont consacré leur vie, leur énergie et leur talent au service de notre chère patrie. À nos aînés civils, vous avez été, durant de longues années, les rouages essentiels de l'administration, les visages dévoués des services publics, les bâtisseurs silencieux de nos institutions, de l'administration centrale aux villages les plus reculés. Vous avez œuvré avec discrétion et efficacité. Vous avez géré, enseigné, soigné, administré, et votre travail a posé les fondations solides
sur lesquels nous continuons de construire aujourd'hui. Chers aînés, frères d'armes, officiers, sous-officiers et militaires du rang, la nation vous doit une gratitude particulière. Votre engagement a été celui du sacrifice, de la discipline et du courage. Vous avez veillé sur l'intégrité de notre territoire, assuré notre sécurité et porté haut les couleurs du Sénégal lors des opérations extérieures. Votre sens du devoir, parfois au péril de votre vie, est une source d'inspiration pour tous. Dans le champ de l'honneur, vous avez défendu les valeurs de paix et de stabilité qui nous sont chères. Ensemble, civils et militaires, vous représentez une richesse inestimable pour notre pays, celle de l'expérience, de la sagesse et de la mémoire. Mesdames, Messieurs, chers aînés, conscients des défis logistiques et administratifs qui ont pu jalonner votre parcours de retraité par le passé, le gouvernement du Sénégal a pris des mesures fortes et l'un de ses actes fondateurs a été l'érection de la direction des pensions en une structure à part entière, lui conférant les moyens et la visibilité nécessaires pour mener à bien sa mission. Depuis lors, nous sommes conscients des défis auxquels vous faites face. Nous travaillons sans relâche pour garantir un système de retraite équitable. Le professeur Koumé l'a rappelé tout à l'heure, et pérenne, pour que vos droits soient respectés et vos pensions revalorisées à la hauteur des sacrifices consentis. Notre engagement est de vous assurer une retraite digne, paisible et épanouie. C'est pourquoi, Mesdames, Messieurs, chers aînés, le thème de ce congrès, revalorisation des pensions et gestion du vieillissement, un enjeu, une chance, résonne avec acuité particulière au sein de nos services. Ce thème n'est pas qu'un simple intitulé de colloque, c'est une véritable vision d'avenir pour notre pays. Il cristallise les défis majeurs auxquels nous sommes confrontés, mais aussi il ouvre la voie à des opportunités inestimables. La revalorisation des pensions et la gestion du vieillissement de la population constituent un défi sociétal et budgétaire majeur, mais représentent également une chance unique de stimuler l'innovation et de développer de nouveaux secteurs économiques. Un enjeu? Oui. La revalorisation des pensions est un enjeu de justice sociale et de dignité. C'est l'affirmation de la solidarité intergénérationnelle. Et la gestion du vieillissement de notre population est un enjeu économique et structurel qui impose rigueur, innovation et anticipation. C'est également une chance de bâtir un modèle de société plus inclusif où l'expérience des aînés est valorisée et où leur sécurité financière n'est plus une variable d'ajustement, mais un investissement dans la cohésion nationale. C'est la chance de prouver que le Sénégal sait prendre soin de ceux qui l'ont servi fidèlement. En résumé, la revalorisation des pensions et la gestion du vieillissement forcent à une réflexion sociétale sur l'équilibre entre actifs et retraités. L'adaptation des politiques publiques et la solidarité intergénérationnelle transformant un défi en opportunité d'évolution du modèle social. C'est fort de cette conviction que la direction des pensions, sous l'impulsion des autorités du ministère des Finances et du Budget, a érigé la modernisation en priorité absolue. Notre politique s'inscrit directement dans cette dynamique de transformation de l'enjeu en opportunité. Il ne s'agit pas seulement de payer des pensions, il s'agit de garantir un service de qualité supérieure qui honore le thème que vous avez si justement choisi. Toutefois, ces efforts, à travers la solidarité nationale, nous imposent en retour une gestion rigoureuse et irréprochable des fonds publics. Parce qu'on ne peut pas parler de revalorisation des pensions sans gestion rationnelle des crédits. Et c'est dans cet esprit que je voudrais aborder avec vous un sujet qui fait parfois l'objet d'interrogations, le contrôle de vie des pensions. Chers aînés,
loin d'être une mesure de défiance envers les pensionnés. Cette procédure est avant tout un impératif d'équité. Le professeur l'a rappelé tout à l'heure, notre système de pension repose sur la répartition et de protection de notre système de pension. Il convient de rappeler que la dite opération de contrôle de vie devrait s'effectuer au minimum tous les ans, conformément aux standards internationaux. Il a donné l'exemple du Maroc. Les missions de benchmark qui ont été effectuées nous ont permis de constater que dans ces pays, ce sont des opérations qui se déroulent au minimum une fois par an. Comme vous le savez, l'objectif, c'est de garantir une gestion rationnelle des crédits qui puisse nous laisser une marge budgétaire importante pour pouvoir procéder à des revalorisations. À cet effet, contrairement à la première opération de contrôle qui s'était déroulée entre 2019 et 2020 sur pièce, ce contrôle de vie s'effectuera à partir d'un dispositif biométrique, lequel permettra un assouplissement des procédures de validation de la preuve de vie des pensionnés. Par ailleurs, nous avons modernisé ce processus pour qu'il soit moins intrusif et plus efficace. L'objectif poursuivi étant d'effectuer le contrôle de vie d'environ 80 000 pensionnés du Fonds national de retraite via un dispositif biométrique mais adapté. Adapté parce que nous n'oublions pas vos difficultés. Nous n'oublions pas les personnes à mobilité réduite. Nous n'oublions pas les pensionnés qui se trouvent dans les régions les plus reculées du Sénégal, pour lesquels un dispositif approprié sera proposé. Poursuivant cette dynamique d'améliorer la qualité de ces services offerts, avec une démarche globale de modernisation et de sécurisation du système de paiement, la direction des pensions a également prévu la confection de nouvelles cartes biométriques de pensionnés. Vous avez constaté avec moi, et c'est une situation que j'ai trouvée, je rappelle au passage qu'avant d'être directeur des pensions, j'étais directeur de la SOL. J'ai fait 8 ans à la direction de la SOL. Donc c'est une continuité pour moi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je travaille avec cette association. Et quand je suis venue, j'ai constaté une situation. Les retraités qui sont partis à la retraite, les pensionnés qui sont partis depuis février 2024, ne bénéficient pas de carte de pensionnaire. Et tous les matins, avant d'entrer dans mon bureau, j'ai l'occasion de constater le nombre important de retraités qui viennent jusqu'à la direction des pensions, juste pour se faire procurer une attestation dont la durée de validité ne dépasse pas 1 mois. Vous voyez, un pensionné qui habite Pikine, par exemple, qui veut faire des analyses à Oukédougou, qui veut faire des analyses, par exemple, à Pasteur, est obligé de venir jusqu'à la direction des pensions pour avoir une attestation. Nous le constatons vraiment avec beaucoup de remords. C'est la raison pour laquelle nous voulons, avec vous, entamer une franche et belle collaboration pour que les cartes biométriques puissent être disponibles le plus tôt possible. De manière spécifique, le projet permettra de disposer des équipements techniques nécessaires à l'enrôlement biométrique des pensionnés et à l'impression des cartes de pension, de mettre en place des logiciels permettant la validation de la preuve de vie des pensionnés et à la conception de cartes de pension et de valider la preuve de vie. In fine, cette mise en œuvre nous permettra de constater les résultats suivants. L'existence d'un dispositif biométrique de contrôle de vie opérationnel, l'existence d'un dispositif d'impression de cartes de pension biométrique, la disponibilité de la preuve de vie des pensionnés et la baisse annuelle des dépenses de pension. Parce que on peut parler, encore une fois, de nouvelles dépenses de revalorisation que quand nous serons dans une situation d'équilibre du FNR. Le professeur a donné un baromètre important. L'espérance de vie, on rend grâce à Dieu qui a connu un bond considérable. Mais la conséquence directe, c'est la maturation de notre système de pension. Et une fois que le système atteint son pic de maturation, on commence à aborder les déficits techniques. La disponibilité de la preuve de vie des pensionnés et la réduction du nombre de bons impayés retournés à la payerie générale, avec tout ce que cela a comme conséquence
en termes de lourdeur de procédure. Mesdames, Messieurs, chers aînés, la revalorisation des pensions, la gestion rigoureuse des fonds et l'innovation autour du bien vieillir ne sont pas des sujets cloisonnés. Ils sont intrinsèquement liés par un fil conducteur, le respect de la personne retraitée. Le défi est immense. Les choix budgétaires sont parfois difficiles, mais la chance qui nous est donnée de réinventer une société plus inclusive, plus solidaire entre les générations est réelle. Le dialogue avec des associations comme la vôtre est pour la direction des pensions que je représente essentiel. Vous êtes le terrain, vous êtes la voix de l'expérience, mais également vous êtes le baromètre de nos politiques. Mesdames, Messieurs, chers aînés, pour clore mon propos, je tiens à vous dire que la direction des pensions ne pourra jamais réussir sa mission sans votre collaboration. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour relayer ces nouvelles mesures de modernisation auprès de vos pairs. En vous remerciant une fois de plus pour votre invitation et pour la qualité de nos échanges constants, je vous souhaite plein succès aux travaux du 13e congrès. Et je ne saurais terminer sans vous rassurer, parce que le doyen Fall ici présent ne me démentira pas. Nous avons entamé le travail depuis fort longtemps, depuis ma nomination. Nous avons tenu pas moins de 3 ou de 4 séances de travail où il s'est agi justement de passer en revue le cahier de doléances. Et ce cahier de doléances a été transmis aux différentes, à la plus haute autorité qui nous a donné instruction de travailler sur les projections à faire. Et nous y sommes. Au moment où je vous parle, nous avons bouclé une étude, non seulement sur l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, parce que quand on parle de revalorisation, on est dans la prospective, mais également sur les niches de revalorisation. Et croyez-moi, ce contrôle de vie constitue une étape obligatoire. Vous savez, le préjudice financier que le Fonds national de retraite subit est estimé annuellement à 3,5 milliards à peu près. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire avec toute cette manne financière. C'est pour moi vraiment l'occasion vraiment de vous appeler vraiment à une franche collaboration, à votre soutien. Parce que même par rapport à la deuxième phase, nous l'avions abordé avec le président Fall, pour pouvoir mettre en place des équipes itinérantes qui vont se charger d'aller trouver ces retraités qui ont des difficultés de déplacement dans leur domicile pour les enrôler, parce que c'est ce qui est convenu, c'est ce qui va se faire. Nous sommes conscients des contraintes. Nous avons besoin du concours de l'association pour identifier dans chaque région la liste des personnes à mobilité réduite, la liste des personnes qui portent des pathologies qui pourraient les empêcher, en tout cas, de se déplacer sur site. Nous vous tendons la main encore une fois pour que cette opération se passe de la plus belle des manières, au grand bénéfice des pensionnés que vous êtes. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite encore une fois plein succès pour ces travaux. Merci. Alors li nga xam ne moom moo ñu fi dajale moo di ñu waxtaan d'abord si ñeenti at yi weesu ñeenti at yi nag comme ni nga ko waxee léegi sunu président bi moo jiite association bi pendant presque ñaari at ak genn wàll. léegi yàlla ñëw ak dogalam bi mu demee comme man maa doon premier vice président ma daal di assurer intérim bi pour benn at ak genn wàll bi ci desoon. donc moom laa yeggal tey yi te comme dañ nekk ci congrès yoo xam ni ñeenti at yu nekk lañ koy def su ñeenti at yi passé Dakar mooy moom su Dakar defee ñeenti at ñu delluwaat ci région yi donc loolu moo tax tey jii ñu nekk Thiès ñu ñëw pour présenter li nga xam ni moom mooy li ñu liggéey ci ñeenti at yi ak li nga xam ne mooy mébét bi nga xam ni moom la retraité yi yëpp am te nga xam ne dañu bëgg ñun ñu jottali leen ko loolu moom lañ defoon tey jii donc c'est vrai que ñoom bu ñu dajaloo ba pare ci la ñuy seet nag est-ce que bu ñuy renouveler instance yi est-ce que président bi assuré intérim bi dañ ko fi bàyyi wala dañuy jël keneen ñu remplacer ko kooku congrès bi mooy décider parce que mooy suñu instance décision bi gën a mag lu mu décider rek moom la ñuy doxal. donc bokk na seen mébét te mu ren bi ñu ñu gën a ñoŋalee seen pension yi yokk ko. mais surtout seen dundin. parce que aussi ku nekk xam na ko même yéen ñii sax xam ngeen loolu xam ngeen ni retraités yi ñoo yor kër yi donc am nañu ay doom c'est vrai def nañu investissement yu mag ci seen doom ba yàlla def ci ñenn ñi
seen doom seen njàng daal di ñu am ci ndam am seen i diplôme mais nag amaguñu liggéey parce que yaakaar naa ni augmentation pension bi gën neex ci waajur moo di doomam liggéey ba am moyen di ko dimbale weeru ne mu jàppe ko dara lu mu tuuti day représenté lu bariwul ci moom mais nag liggéey boobu bu fi nekkulee du mën a sotti te doom yooyu màgg dañu am seen i soxla te fi mu nekk ki mën a faj soxla bi moo di ki nga xam ne moo fi nekk mooy dund dégg nga yor leen kon loolu moo tax ba nga xam ne ñun ñuy laaj bés bu nekk nañ ñu yokkal sunu pension yi dëgg la xëy na bu ñu ko yokkee du régler problème yëpp waaye nag dina am lu mu wàññi ndax retraité bi aussi dafa bëgg buy màgget quand même mu màgget ci jàmm ci teey ci dal ak loo xam ne daal dina mën a yokk wér gu yaramam ba ci kanam a kanam donc loolu moo tax ñun ñu nekk ci loolu waaye beneen bi aussi beneen thème bi moo di mag ñi naka lañ leen di gungee ci seen at yooyu ñu toll parce que léegi mag ñi seen dundin bi ku nekk gis na ni ñu bare dañu gudd fan léegi yàlla na yàgg waaye tamit ñenn ñi dañuy xaw am ay genre feebar yu leen dab donc li ñu bëgg moo di fagaru ci teel wala ngay dem ba toll foo xam ne da nga naan léegi dañu faj te faj mag dafa jafe dafa cher léegi duñ ko attan ki nga xam ne moom pension déjà doyul mënul jël boppam ci kii charge sanitaire bi te amul keneen ku ko dimbale kooku xam nga dundam moom mënuñu yaakaar rek mu gën a yàgg donc loolu yëpp lañu moo tax ñu bëgg déjà ci teel mag ñi ñu topp leen bu amee ay centre de gérontologie yi nga xam ne ñoom ñoo toppatoo mag ñi seen dund yi topp leen ba ñu kële léegi bu leen feebar dabee sax gériatrie yi mën nañ fi nekk léegi pour faj leen. ginnaaw Dakar am na benn centre bu njëkk bu ñu ubbi Thiès. waaw il y a 2 ans 3 ans du moins. est-ce que yéen a ngi xalaat peut-être ñu gën ko lawal ci Sénégal yi. waaw loolu itam ci suñu suwee la bokk waaw parce que Thiès am na bu weesoo Thiès nit ñi Ndakaaru leen jëm wala xëy na Saint-Louis mais li ñu bëgg moo di région bu nekk am centre gériatrie yëpp boo xamee ne bi mag ñi bu ñu jógee fu sore ci biir ci intérieur Sénégal duñ soxla ñëw ba Dakar dañuy ñëw yem kenn ku nekk ci région bi nga nekk. waaye tamit am na leen lu ñu bëgg moo di sunu siège dañ ko bëgg transférer Thiès en attendant ay centre gériatrique nekk fu nekk comme Thiès am na benn déjà jóge ci biir Sénégal di dugg si Dakar egg si Thiès moo gën a gaaw moo gën a yomb bu nu mënee yem file ñun ñu am fi siège am fi ay néeg ay chambre de passage ak yooyu yëpp ñu mën fa dëkk di def seen traitement fii ba tey loolu moo ñu gënal en attendant maintenant bu fekkee nag lawal nañu loolu ba région yëpp am mais moo ñu gënal donc loolu la ñuy ñaan daal voilà. ndax président Fall candidat la ëllëg dimanche. waaw pour jiite liggéey bi mu tàmbalee donte liggéey équipe la. waaw liggéey équipe la bon dinaa nekk candidat parce que aussi li ma jëkk jiital mooy jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi kon man bu ma ñëwee li ma jëkk jiital moo di damay ñëw pour dimbale tant que yàlla mooy may kàttan boobu ak xel mi ma mën a féete sama moroom retraité rek ma def noonu léegi naa présente sama candidature. bu fekkee ni congrès bi décidé nañu ma continuer tant mieux di continuer donc loolu la waaw. Directeur des pensions à la direction générale du budget au ministère des finances et du budget. Au nom de l'État du Sénégal, vous avez procédé à l'ouverture des travaux de ce 13e congrès. Des préoccupations ont été soulevées. Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur la table de ces doyens-là pour les rassurer? Alors, il faudrait d'abord commencer par dire que la direction des pensions est très honorée d'être là, d'avoir eu l'honneur de présider et d'ouvrir ce congrès ordinaire de l'Association nationale des retraités civils et militaires du Fonds national de retraite. Je tiens à préciser que c'est une association qui est un partenaire privilégié de la direction des pensions, avec qui nous avons eu, en tout cas, nous avons d'excellentes relations. Donc effectivement, le thème qui est choisi, c'est un thème d'actualité. On parle de revalorisation des pensions, qui est une question extrêmement légitime, mais également de la gestion du vieillissement. Et nous avons eu à bénéficier vraiment d'importantes communications sur la gestion de la vieillesse. Sur la question de la revalorisation, effectivement, l'ensemble des doléances ont été partagées à l'occasion de ce congrès. Et comme j'ai eu à le préciser, le travail même avait commencé bien avant. Donc c'est une association avec qui nous travaillons
très souvent. Et l'ensemble des doléances qui sont aujourd'hui sur la table de l'autorité font l'objet d'une étude minutieuse. Parce que nous l'avons parlé, qui parle de revalorisation des pensions, une question légitime, parle également d'une bonne mobilisation des ressources budgétaires de l'État. Donc aujourd'hui, l'objectif est de vraiment de trouver des cadres de partage, des cadres de concertation dans lesquels cette question de la revalorisation pourra faire l'objet d'une étude minutieuse au grand bénéfice des retraités. La question, elle est d'actualité parce que, comme nous le savons, le président de l'association l'a dit, nous assistons aujourd'hui à un renchérissement du coût de la vie. Et il l'a dit, certains retraités sont aujourd'hui des pères de famille et des mères de famille. Donc c'est une question qui est tout à fait légitime, mais qui demande, encore une fois, en tout cas, des études approfondies, de la prospection. Et c'est dans cette logique que nous nous inscrivons. Et c'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Madame Diop, nga tënkal ñu ko si wolof kàddu gi lan la tey jii si congrès bi nga xam ne ñoo nga ubbi ko si turu état bu Sénégal. waaw ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi jaajëfal association nationale retraités civils et militaires pour invitation bi pour honneur bi. waaw ñu ngi fii ci turu ministre des finances et du budget bi ñu sant ñu ñëw fii pour liggéey ak ñoom. association retraité nag ak direction des pensions wax dëgg yàlla lëkkaloo bi yàgg na ñu ngi liggéey ci lu yàgg donc tey jii. li ñu fi gën a indi thème bi ñu fi gën a indi mooy mbirum yokk payooru retraité yi ak mbirum naka la ñuy gën a ñoŋalee seen li ñuy wax vieillissement donc doléance yëpp tey waxtaan nañ ci daanaka sax waxtaan bi yàgg na bu ñu fi nekkee ba léegi wax dëgg yàlla defe naa ne du ñu toog diir bu yàgg te waxtaanuñ ci ñu ngi jéem a xool ak ñoom naka la ñuy def naka la état du Sénégal mën a def ba mën a adapté li ñuy fayeku ci ngiiru dund tey parce que ñu ngi seetlu nekk fu mu nekk nii dund gi mi ngi cher mais président wax na ko aussi dafa nekk question bu am importance boo xam ne dafay laaj taxaw seetlu gëstu def ay études pour que bés bu ñu ko defee rek mu mën a nekk pour bénéfice su ñëpp. Merci.